Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Tous les matins, nous nous donnons rendez-vous ici pour faire ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information. Ceci en toute convivialité. Voilà pourquoi tout à l'heure, vous aurez encore les commentaires, mais également les analyses et les décryptages de nos nombreux démineurs réunis une fois de plus ce matin. 10h, 11h52, c'est le 10-12, le plus regardé en Afrique, au sud du Sahara. De toutes les façons, au canal 317, vous êtes justement des téléspectateurs privilégiés. Tout à l'heure, on ira en kiosque pour avoir la météo de ce côté. Que disent les tabloïds? Ce sera avec Rosalie Guesselé. Par la suite, on marquera un arrêt pour la dénonciation du jour. Ce fait de société qui vous énerve, mais nous avons le courage de poser ce fait de société sur la table, question de proposer quelques esquisses de solutions. En guise d'analyse du jour, ce jour, en direct sur Info TV, nous marquons un arrêt majeur pour évoquer ce que nous allons appeler ce matin les discours tribaux dans la politique au Cameroun. Politique et discours tribal, que faut-il faire? Comment expliquer le phénomène? Comment comprendre le phénomène? Qui sont les responsables de ce phénomène qui monte en puissance au Cameroun? Y a-t-il des liens étroits entre la politique et le discours tribal? Parce que vous êtes justement en direct. Merci de continuer à nous faire confiance. On accueille déjà ceux de nos invités qui répondent présents. Je commence par Bienvenue Essomba. Bienvenue Essomba, bonjour. Bonjour parfait. Bonjour à tout le panel et particulièrement à l'honorable dame. Je crois que c'est le député du PCN. Non, surtout pas. Le député de l'UNDP. Ah, député de l'UNDP. Mes excuses, madame. Bonjour particulièrement. Vous commencez bizarrement ce matin. Non, pourquoi vous octroyez aussi facilement un député au PCRN? Je le regrette. Bon, je rentre du village après. Vous étiez vraiment déconnecté. Déconnecté. Et je suis content de vous retrouver une fois de plus, de retrouver aussi des millions d'auditeurs de Info TV et surtout de l'espace miné à travers le monde. Je crois que nous avons un fort sujet à débattre ce matin et qu'on va poser les bases, selon moi, c'est un discours, le discours de haine. Moi, j'emballe tout ça dans le discours de haine. Donc, en tant qu'économiste, je mets sous l'angle, sous le prisme du libéralisme économique qui crée des grandes disparitions dans la répartition, dans la redistribution du revenu et qui fait que ce soit en Occident ou en Afrique, les classes misérables trouvent toujours à accuser ceux qui semblent être nantis. Bon. Merci, bienvenue Essomba. Je rappelle que vous êtes économiste, mais vous êtes également de plus en plus un analyste qui s'intéresse aux faits sociaux dans notre pays, le Cameroun. À côté de vous, justement, nous allons accueillir l'honorable Douva Wissa. J'espère que je prononce bien. J'ai toujours des problèmes avec le nom de l'honorable. Bonjour, honorable. Bonjour, parfait. Ici, aujourd'hui, vous l'avez bien prononcé. Douva Wissa. Oui, il est simple, c'est tout ce que vous constatez. Bonjour à tous les panélistes. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vous m'avez beaucoup manqué parce que j'ai manqué à beaucoup de rendez-vous. Tout à fait. Indépendamment de ma volonté, beaucoup de choses ont coulé sur l'encre entre-temps. Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à nos militants, nos milliers de militants UNDP dans le Cameroun. Le sujet d'aujourd'hui, je pense qu'il nous interpelle beaucoup. Vous êtes très à l'aise pour en parler ce matin. Les discours tribaux. Les discours tribaux, ils nous interpellent. C'est depuis l'avènement de la démocratie que nous sommes dans cette mouvance. Donc la démocratie amène le discours tribal. Je ne sais pas que la démocratie amène le discours. La démocratie a permis que le discours tribal s'installe.
parce qu'on a demandé aux gens de faire les replis identitaires, ce qui nous a conduit aujourd'hui à cette situation où à chaque fois qu'on crée les partis politiques, ça devient les partis politiques de maison, les partis politiques de département, des partis politiques... Honorable, ne lancez déjà pas le débat. Hein. Vous aurez tout le temps d'analyser et de développer tout à l'heure. D'accord, merci. Honorable Douva Wissa, qui est donc député à l'Assemblée nationale, qui nous fait encore l'honneur d'être là ce matin. En face de l'honorable, nous accueillons notre sucre national. C'est Bernardo Basson. Bernardo, bonjour. Bonjour, le Mkuta de conteneur de Mpila, de Djaro, de la modération. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent chez eux ce matin. Je suis content d'être là. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à un frère à moi. Il s'appelle Bel Simon. Il a 1 an de plus aujourd'hui. Il vit d'ailleurs non loin d'Info Télévision. Il a 1 an de plus aujourd'hui, donc j'ai pensé à lui souhaiter un Happy Cake Day ou Happy Birthday, tout ce qu'on veut. Et une fois de plus, ce plaisir renouvelé pour moi d'être là. Bernardo, aujourd'hui c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? Officiellement, rien. Ah bon? Officiellement, le 28 novembre, je vous ai de confier une émission. Hein. Nous allons recenser des journées où il n'y a rien et nous allons en donner le contenu. Oui, mais de plus en plus, certains organismes sont en train de travailler pour consacrer cette journée à la médecine à domicile. C'est-à-dire une journée pour observer la plus-value, les bienfaits de la médecine qui se pratique à domicile. À ne pas confondre avec... l'automédication. Non, c'est-à-dire les médecins, qu'ils soient de la médecine conventionnelle ou phytothérapeutes, radithérapeutes, qui partent de leur lieu de travail habituel pour les domiciles privés des personnes pour leur administrer des soins. Donc on essaie de voir sur la question de l'espace. On dira peut-être que c'est la médecine dédiée aux riches. Plus ou moins. C'est pas n'importe qui peut faire venir un médecin chez lui. Voilà. Mais en fait, c'est pour régler la question de la santé sur la périodicité. On se demande si jamais les personnes qui parviennent à faire déplacer ces personnes pour avoir des soins chez elles peuvent se voir sauver la vie entre le temps qu'il faudrait pour partir de chez soi pour l'hôpital. Donc c'est un travail qui est en train d'être fait et qui est en train d'être examiné en profondeur. Mais jusqu'ici, il n'y a pas encore de résultats probants, de résultats marquants sur la détermination à relever concernant cette pratique médicale-là ou cette façon d'administrer les soins. Très bien. Merci Bernardo Basson. À côté de Bernardo, on accueille notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Il s'agit de Pierre Blériot-Niemek, le digne fils de Bomiebel. Il est resté égal à lui-même. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Officiellement, nous annonçons ce jour le décès de veuve Oumiobe. Oui. Ngomayak Marthe. Nous annonçons son décès et le programme des obsèques suivra. Finalement, toutes ces femmes sont parties. Oui. Au même moment, presque. Presque au même moment. Vous faites bien de dire toutes ces femmes, parce que sur les réseaux sociaux, ce qu'il fallait craindre a commencé à se dire, est-ce que la veuve de Oumiobe meurt tous les jours? Parce que beaucoup de gens savent... Il en avait 2. Oui, savent que récemment, on enterrait Marie. Tout à fait. Et donc, il y a environ 2 semaines. Oui. Hein. Martha n'a pas résisté au départ de sa petite sœur. Parce que c'est elle qui l'avait adoptée comme petite sœur. Et a donné à son époux. Oui. Oh, les femmes d'avant étaient compréhensives. Hein. Oui. Elles ne sont pas comme les femmes de maintenant. Non. D'une jalousie inouïe. Déconcertante. En fait, même aujourd'hui. Est-ce que tu peux reprendre ça? C'est elle qui avait fait comment? Non, c'est elle qui avait adopté Marie comme sa petite sœur. Et elle a passé à son époux. Oui, elle a fait le nécessaire. Même. C'est courant chez les musulmans. Hein. Et même après voilà. le décès. Tu vois que ça ne dérange pas l'honorable. Après le décès de son époux, elle a donné elle a partagé son logement avec sa coépouse. Et les en enfants. toute convivialité. En toute convivialité, les enfants ont vécu ensemble, ainsi de suite. Elle s'est assurée, comme c'était la période des guerres et autres, elle s'est assurée après les guerres de faire établir les actes de naissance de tous les enfants. Celle qui est donc partie, c'était la reine-mère, Martha Ngomayak, épouse Oumiobe.
Elle l'a épousé Oumiobe en 1944. Wow. Et elle est restée chez nous jusqu'au jour de sa mort. Elle n'a pas été malade, mais je pense que l'âge... Bon, elle avait dit un certain âge. Oui, elle avait un certain elle avait âge. plus de 100 ans. Moi, plus de 100 ans. Bien sûr. Oh là. Bien sûr, Mais bien en sûr. réalité, c'est une grâce et ça Bien devrait être sûr. une grande fête. Bon, elle aurait souhaité, c'est pour cela qu'il y a eu un retard dans l'annonce. Elle avait demandé qu'elle soit enterrée dans la totale discrétion. Oh là là. Totale discrétion. Bon, mais On devait célébrer les sa gens se sont mémoire. opposés à cela de manière véhémente, de sorte que ce n'est que ce matin que ses filles Françoise Ngoumiobe, Hermine Ngoumiobe et Leader ont consenti à me permettre d'annoncer ce décès-là. Merci. De toutes les façons, nous adressons une fois de plus nos condoléances à la famille Omiobe, à la grande famille de Longon. l'UPC, la grande famille Longon et la grande famille tout court de tous les nationalistes. De tous les nationalistes, ça a été une grande dame, tout comme sa coépouse qui est partie dernièrement. Elles ont accompagné leur mari Avec dans beaucoup ce de dignité. dur combat avec beaucoup de dignité. Son mari est mort. Elles sont restées plusieurs années encore, mais elles n'ont pas trahi la mémoire de leur époux. Non, leur époux est mort très jeune, 45 ans. Voilà. Il est mort à 45 Et ans. vous imaginez quel âge elles ont. Non, elles avaient moins... Bon, la plus jeune avait 29 ans. Vous vous rendez compte. Voilà, donc elles étaient relativement... À la fleur de l'âge. Oui, elles étaient relativement jeunes quand leur époux mourait, quand on assassinait leur époux. Et elles ne se sont plus mariées. Non, elles sont restées... D'ailleurs, dans le village de leur époux, c'est pas, elles ne sont pas rentrées chez elles comme les femmes font souvent. Boumiobe n'est pas leur village. C'est le village de leur époux, elles sont restées là. Donc, elle sera enterrée selon le programme officiel qui sera communiqué. De toutes les façons, Info TV, la télévision des grands moments, la télévision qui est là pour protéger les nationalistes et tous les panafricanistes sera encore là pour vous donner l'information, toute l'information concernant justement cette autre actualité. Au Cameroun, nous n'allons pas prendre la transition sans prendre, comme d'habitude, la sagesse de ce matin, une fois de plus avec Pierre Blériot. Oui, la sagesse de ce matin dit: la multiplicité des combats disperse la force. On peut reprendre. La multiplicité des combats disperse la force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parfait, vous ne pouvez pas être en guerre avec tout le monde au même moment. Même si vous êtes fort comme Goliath, même si vous êtes fort comme Samson, vous allez finir par vous épuiser. Donc il faut se réserver des forces. Il ne faut pas aller à tous les fronts au même moment. Vous avez des problèmes avec votre belle famille, vous avez des problèmes avec votre patron, vous avez des problèmes avec vos voisins, vous avez des Vous avez des problèmes avec votre épouse, vous avez des problèmes avec la voisine, vous avez des problèmes partout au vous même avez des problèmes avec le taximan. Donc la multiplicité des combats. C'est vrai que Blériot, moi j'ai vu des gens comme ça, que ce soit dans nos villages, dans nos quartiers ou même dans nos entreprises. C'est-à-dire que vous êtes dans une entreprise, vous avez un employé qui a des problèmes avec presque tout le monde. Oui, mais il n'a pas que des problèmes en entreprise avec tout le monde. Il a des problèmes partout avec tout le monde. Pas seulement. Donc, quelle que soit votre force, à un moment donné. On finira par vous avoir. Mais c'est vrai aussi que quand vous êtes d'une attitude, d'un caractère trempé, vos combats peuvent être nombreux. Moi particulièrement, j'ai beaucoup de combats. Vous savez, les gens aiment ceux qui plient les chines. Les gens aiment qu'on ait peur d'eux-mêmes pour rien. Un oncle qui m'a demandé un jour: pourquoi toi tu n'as pas peur des gens? Je lui ai dit que mais parce que les gens ne me font pas peur. Les gens aiment qu'on ait peur d'eux. Il y a des gens comme ça. Bon, quand vous êtes donc du genre à ne pas avoir peur, ça peut aussi donner l'impression que vous aimez la confrontation. Moi, j'ai ce malheur-là. Je le dis souvent, il y a des gens qui ne dis plus ça. Un jour, tu auras vraiment peur. Je dis non. Je ne connais même pas ce sentiment. Merci beaucoup. De toutes les façons, nous gagnerons à ne pas avoir des problèmes avec tout le monde. Nous gagnerons même à ne même pas avoir des problèmes avec les gens. En fait, c'est l'idéal. Mais comme nous sommes dans un monde de plus en plus conflictuel, c'est difficile de ne pas en avoir. Mais faisons un effort de ne pas en avoir avec tout le monde. Je marque la première touche pause. Rosalie Guessele, bonjour. Bonjour, parfait ici. Comment tu vas?
Je vais bien, je vais bien. Toi, je le disais tout à l'heure, ils aiment bien... c'est plus fort qu'eux. Hein. Qu'est-ce qui est plus fort? Des serrés. Ah, oh là. J'ai beau dire ouvrez. Ils aiment bien le faire. C'est plus fort qu'eux. Vous savez, Ça va. Il fait juste un peu frisquer, mais ça va. Pour la gaieté de nos yeux, c'est important aussi. pour la gaieté de nos yeux. De toutes les façons, Rosalie Guessele est encore là, fidèle au rendez-vous pour faire son job. Vous donnez l'information dans le cadre justement d'espace miné, la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Rosalie, que disent les journaux? Beaucoup de batailles ce matin, beaucoup de bonnes nouvelles également. Et si tu es d'accord avec moi, on va démarrer avec Infomatin. Infomatin revient sur cette contestation de 160 milliards de francs CFA et nous informe que les Camerounais sont prêts à envahir les rues au lendemain donc de cette annonce. Les consommateurs comptent manifester si jamais l'État paye la prétendue facture que l'opérateur d'énergie électrique Eneo lui brandit. En page 8, l'enquête menée sur le terrain par le quotidien Infomatin pour prendre la température auprès des citoyens sur l'ensemble du triangle national. Également dans cette parution en pied de une, les pages 2 et 4 sont consacrées à la ville et aux villes inclusives et résilientes. Le projet de la Mindu qui vise à accélérer les travaux des voiries pour leur achèvement en mars 2024. C'est d'ailleurs l'une des recommandations faites au maire ce 27 novembre à Yaoundé par le Mindu, Célestine Ketia-Cortez, à l'occasion de la 6e session du comité de pilotage du projet de développement des villes inclusives et résilientes au Cameroun. Une information que Direct Info reprend en écho ce matin et titre modernisation de la ville de Yaoundé, objectif 2024. En pied de une, le journal reste dans l'actualité du Mindu en nous annonçant que des nominations ont été enregistrées de ce côté-là, du 109 injecté. La très haute confiance du chef de l'État a donc été accordée à la jeunesse camerounaise à travers l'ingénieur de génie civil Claude Patrick Mekinda, qui est désormais directeur des opérations urbaines au Mindu. Une information qui laisse entrevoir la volonté de la ministre de mettre en œuvre les projets qui tiennent tant à cœur au président de la République. Le soir, le tri hebdomadaire n'est pas en reste sur cette actualité et parle justement du PDVR Yaoundé. Le Mindu satisfait des avancées. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketia-Cortez, qui a donc visité vendredi les chantiers dans la ville de Yaoundé et jusqu'ici, elle semble satisfaite de ce qui s'y passe. En page 4 et 5, les détails de cette tournée. La ministre qui reste également au cœur de l'actualité avec Réalité Plus, le journal pas du ministère du Développement urbain et de l'Habitat. Le ministre Célestine Ketia-Cortez met la pression sur les nouveaux promus et leur recommande travail. La ministre Célestine Ketia-Cortez qui, par ses mots, rappelle aux uns et aux autres qu'il y a plus de temps à perdre. Le chef de l'État, Paul Biya, attend beaucoup d'eux. Et bien entendu, ils ont pour mission de batailler pour sortir les villes du Cameroun des lornières, comme c'est le cas en ce moment. Le combat l'ensemble donc lancé par la Mindu pour avoir des villes de qualité d'ici mars 2024. À la suite de cette actualité, le bi-hebdomadaire Le Point nous parle plutôt de l'échec parlant du CNDDR, du Boko Haram et du Nozo et plus principalement de Fayengo Francis dans le cadre du règlement définitif de la crise dite anglophone au Cameroun et la résorption des crimes perpétrés par les adeptes de la secte islamiste Boko Haram. Le président de la République a mis en place le comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration du Cameroun. Il a confié au très controversé Fayengo Francis. D'après le journal aujourd'hui, la gestion de ce programme reste problématique et opaque. À qui la faute? C'est donc la réponse que nous apporte le bi-hebdomadaire Le Point. Dans cette parution, Gouvernance pour gouvernance, le journal nous parle également du positionnement de Bello Bouba, pour nous dire que le ministre du Tourisme reste clignotant au Cameroun, assis sur le siège du ministère du Tourisme. Il semble ne pas donner résultat satisfaction en termes de rendu à ce poste ministériel. En page 11, l'actualité. Cameroun Tribune, le journal Capitaux Public, parle plutôt des violences faites aux femmes, annoncé hier l'ouverture solennelle des 2 semaines consacrées à cette bataille au Cameroun est donc ouverte, d'après le journal Cameroun Tribune, qui compte bien pendant
pendant 2 semaines, veiller à ce que les femmes soient sensibilisées et les hommes également sur les violences faites aux femmes. The Guardian Post dans la même tendance titre Alarming rate of gender-based violence. Government revealed 56 women killed this year. Pour dire simplement que dans la sonnette d'alarme qui est tirée parlant des violences faites aux femmes, le gouvernement révèle que 56 femmes ont été tuées cette année dans le cadre des violences faites aux femmes et joint donc ses forces dans ce combat qui va durer 2 semaines au Cameroun. Violence pour violence, le quotidien Mutation parle de cette menace terroriste. L'effet Bamignam se poursuit dans l'ouest du pays. La psychose se répand dans la région de l'ouest depuis la tuerie du 21 novembre dernier. L'analyse du docteur-colonel Badiek, expert en questions sécuritaires, a retrouvé en page 4 et 5 du quotidien Mutation qui va céder la place au messager qui lui s'intéresse à la politique. PCRN, pourquoi le Congrès fait peur? La question est posée en page 3. Le journal revient donc sur cette autorisation qui a été donnée puis annulée par le sous-préfet de Kribi 2. Le conclave du Parti camerounais pour la réconciliation nationale prévu donc du 15 au 17 décembre fait des gorges chaudes au Cameroun. Que se passe-t-il exactement? L'enquête menée par le quotidien Le Messager disponible en page 3 de cette parution du mardi 27 novembre. Et puis, on va sortir peut-être l'avant-dernier journal, La Nouvelle Expression, qui non seulement parle d'insécurité au Cameroun, en nous rappelant que près de 202 meurtres ont été recensés au Cameroun depuis le début de cette année. Le journal consacre sa vitrine aux rêves canadiens. L'exode massif des espoirs camerounais. L'horizon canadien semble séduire de plus en plus nos jeunes compatriotes. Une nouvelle page se tourne pour la jeunesse camerounaise qui, portée par des rêves de grandeur et poussée par des aléas de l'incertitude, voit dans le pays de la feuille d'érable une terre de promesses, mais les statistiques sont surprenantes. Vous trouverez donc les statistiques en page 2 de La Nouvelle Expression. Et pour terminer cette revue de presse, le quotidien L'économie qui tire la sonnette d'alarme. Parlant du Cameroun, les importations sont en forte hausse alors que les économistes s'accordent pour appeler à une hausse des exportations. Parlant du Cameroun pour rééquilibrer la balance économique, le journal nous informe que sur le terrain, c'est plutôt l'inverse. Les importations sont en forte hausse. C'est l'évaluation du deuxième trimestre 2023 qui a donc été faite par l'Institut national de la statistique. Merci Rosalie Guessélé pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Comme d'habitude, vous ne partez pas. Vous nous donnez le fait saillant qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Nous sommes très très proches encore de la population. Aujourd'hui, on va parler d'adultère, parfait ici. L'adultère. Un regard croisé. On a noté que l'adultère gagne du terrain et semble ne plus être un sujet tabou, qui ne tient plus compte de la morale, de la société. Et on va essayer de faire un petit dossier sur cette question dans notre journal. L'adultère, c'est pas les histoires de Mandomo. Ça n'est pas la seule, on a encore quelques cas qui ont été enregistrés. C'est elle que nous avons vue. Oui, Ça suppose que les autres femmes ne le font pas. Comme c'est Mandomo qu'on a vu. Je ne vais pas me faire l'avocat des femmes. C'est justement ce qui rend le sujet intéressant. C'est qu'autrefois, on parlait plus de l'adultère des hommes. Et ça semblait rentrer dans la norme. Aujourd'hui, l'adultère des femmes semble également rentrer dans la norme. Pourquoi? Comment? Voilà ce qui intéresse un peu la rédaction d'Info Télévision. On va aussi s'intéresser aux chaufferies traditionnelles parfait ici. On a un grand vent de contestation de la désignation des nouveaux chefs dans plusieurs zones au Cameroun. Et les uns et les autres décrit se fait désormais parce que la tradition, vous le savez, la chefferie c'était quelque chose d'héréditaire qui était donné du père au fils et aujourd'hui on s'est rendu compte qu'avec l'administration on désigne de plus en plus les chefs dans différentes chefferies, ce qui crée de gros remous et beaucoup de tempêtes. Rosalie, c'est un grand débat de plus en plus au Cameroun. Je pense que nous sommes en train de réunir également un certain nombre d'éléments pour en parler dans le cadre d'Espace Méné, l'affaire des chefs au niveau de nos chefferies traditionnelles, l'aspect de la désignation de ces chefs. C'est vrai que personnellement, je ne suis pas d'accord qu'on continue à penser que on doit désigner les chefs de manière linéaire. C'est-à-dire que si ton grand-père était chef,
son fils sera chef. Le petit-fils sera chef. Et nous qui sommes dans ce village, on n'aura jamais de chef dans notre famille. Est-ce que ce n'est pas injuste? Non. Ah, c'est comme ça que nous nous retrouvons dans certains villages avec des gros zozos, juste parce que son père était chef. Lui, c'est un gros buveur de Dontol. Il saoule, il dort dans les caniveaux. Et il est le chef parce que son père était chef. Entre-temps, dans ce village, il y a des garçons aux têtes bien faites, des garçons qui maîtrisent la tradition, des garçons posés, mais qui ne seront jamais chefs parce que leur père ou leur grand-père ne l'a jamais été. La vie est injuste. Mais il y a des injustices dont on ne peut pas se passer. Étant très proche de la chefferie, je pense qu'il y a autre chose derrière le poste. Et je pense également qu'un chef ne dirige pas seul. Il est très bien entouré et que pour moi, on devrait garder... Consolation. Non, pas de paroles de consolation. On devrait garder ce côté traditionnel. Et je pense que quand c'était très bien fait dans le passé, il y avait ce genre de polémique qu'on ne pouvait pas en avoir. Je pense que là, le modernisme a gagné tout le terrain au point de rentrer dans nos traditions. Et ce modernisme a également un mauvais côté. Je ne suis pas très tradition, mais je respecte encore certaines choses qui nous sont propres. Il y a donc un autre aspect des choses, hein, Rosalie. Ouais. L'autre aspect est que ils sont nombreux. Qui achètent les autorités administratives. C'est ça justement tout le problème. Vous parlez des jeunes, des messieurs qui ont des têtes bien faites et tout, mais on en a également qui, de par leur compte bancaire, achètent ces postes. C'est pourquoi je trouve anormal qu'on ouvre la voie à tout le monde. Sinon après, comme vous le dites, dès que quelqu'un aura son agent, on voit désormais les titres docteur, général, colonel, professeur, tout ça mélangé. Après, il ajoute encore chef traditionnel. Il y a certains sous-préfets, certains préfets qui sont devenus ridicules par rapport à cette affaire de chef. Voilà. Ils ont pris de l'argent, ils ont été corrompus et ils imposent des chefs de village dans certains villages. Voilà, à l'ouest récemment, on a eu un cas qui a causé également la mort de quelques personnes à cause des batailles pour la chefferie. Donc il faudrait vraiment qu'on va essayer de fouiller du mieux qu'on pourra. On n'aura pas toutes les réponses ce soir, mais on va le faire. Et puis on va terminer avec le Madjeni. Vous savez qu'ils sont toujours sur le pied des guerres, les ex-employés au lendemain de la grogne qui a démarré hier. On ira voir comment ils ont dormi et comment ça va se poursuivre. Voilà donc un tout petit peu brossé l'allure qu'aura le 20h et le 19h d'Info Télévision. Rosalie. Parfait. À demain 10h. Avec le même bonheur. Au moment où Rosalie nous parlait, elle faisait justement comprendre qu'il y a également le problème, on peut dire problème Madjeni, le Madjeni qui est encore de manière triste au devant de la scène. Il s'agit de cette grève des employés, mais également des retraités de cette structure. Ils sont nombreux là-bas qui revendiquent, tenez-vous tranquille, 25 mois d'arriéré de salaire. Donc plus de 2 ans d'arriéré de salaire du côté du Madjeni. Il faut également préciser qu'ils sont nombreux des personnes qui ont travaillé du côté du Madjeni. Au niveau de la CNPS, l'entreprise ne reversait pas normalement leurs droits et maintenant ils ont du mal à toucher justement ces droits-là du côté de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Donc une grève, une forte grève bat son plein depuis hier du côté du Madjeni à Yaoundé. Info TV est justement au cœur de cette actualité. Ce soir, on marquera encore un arrêt pour en savoir un peu plus. Et à Bienvenue Somba, apparemment qui maîtrise ce dossier et qui va coller en petit commentaire. Bienvenue Somba. Depuis pratiquement près de 15 ans, ça ne va pas du côté du Madjeni. Le Madjeni est maudit? Non. Le Madjeni n'est pas maudit. Ce sont ceux qui diraient le Madjeni qui sont maudits? Le Madjeni, c'est un éléphant blanc. Ah bon? Le Madjeni ne devait pas exister. Et pourquoi? Parce que dans un environnement libéral, qu'est-ce que l'État fait encore avec ces gens d'entreprise dans son portefeuille? Allez du côté de Hala, allez du côté de l'Omnisport. Vous allez trouver des entreprises privées qui sont 1000 fois dotées en matériel de génie civil que le Madjeni et du matériel de pointe. Qu'est-ce que l'État fait avec ces gens d'entreprise encore aujourd'hui? Aujourd'hui, au lieu de continuer à racoler les pièces, il faut complètement fermer cette affaire. Et que faisons-nous avec les employés? Les employés, il y a l'aspect social. On paye les droits. À quoi ça sert de rester avec 25 Si on n'arrive pas d'abord à payer les salaires, ce sont les droits qu'on va payer? Non, l'État prend les droits en charge. C'est l'État qui va prendre les droits en charge. Et puis, le repreneur, ce qui est sûr, on va vendre le reste de matériel, ça va faire une petite trésorerie qui va
permettre de payer. Le match gêné ne devrait plus exister dans le portefeuille de l'État. C'est une aberration. C'est compris, bienvenue Somba. Pierre Blériot-Niemek, le Madjeni, qui était une entreprise connue et reconnue au Cameroun, mais cette entreprise qui a de la peine depuis pratiquement une quinzaine d'années à retrouver le droit chemin, des grèves incessantes, des arriérés de salaire et tout ce qui va avec les mauvaises conditions des retraités de ce côté. Bienvenue Somba pense, pour des raisons qu'il a données tout à l'heure, qu'il faut fermer cette affaire. Je ne suis pas totalement d'accord avec Bienvenue Essomba, et cela pour une bonne raison. C'est parce que nous avons un système totalement corrompu que Bienvenue Essomba est obligé d'utiliser cette technique pour réduire les effets de la corruption. Le Madjeni, c'est quoi? Et le Madjeni, son client, c'est qui? Parfois ici, le principal client du Madjeni devrait être l'État. Et personne n'a plus de travaux à exécuter que l'État. Sauf que, dites aux Camerounais ce qui se passe. Parfait ici est quelque part, à côté de Billard. C'est lui qui désigne souvent les grands directeurs et les PCA. S'il désigne quelqu'un au Madjeni, celui-là doit faire la volonté de Parfait ici. L'État donne des travaux au Madjeni. Les particuliers qui sont dans l'État utilisent le matériel et les matériaux du Madjeni sans payer quoi que ce soit. Vous savez, l'idée de vendre ce qui est devenu Eneo aujourd'hui, Enéan et tout ça, Eneo demande 160 milliards. On reviendra sur le banditisme là après. Mais ce qui s'était passé parfois ici, c'est que des entreprises appartenant à des particuliers utilisaient l'énergie électrique et refusaient de payer. À des sommes inimaginables. C'est pareil. Donc au Cameroun, tout est comme ça. On a eu le même problème avec la Camer, devenue Camerco. Ici. Nous, on a eu est-ce que Bienvenue Somba dira qu'il est bon de vendre Camerco? Aïdjo nous a donné cette chose avec beaucoup de fierté. On ne peut pas permettre. Et ça même, c'est individu. Parce que je connais des poncteurs de régime qui ont ouvert des structures semblables au Madjeni. Tu vois, à titre privé, avec le matériel que je parlais tout à l'heure du Madjeni. Et leur structure particulière se porte plutôt bien. Oui. Vous voyez? Donc l'État est la vache à lait. Tout le monde vole, mais c'est parce qu'il n'y a pas de rigueur. Parfois ici, on n'est pas le premier État. Nous ne sommes même pas le premier État à faire dans le libéralisme. Parfois, si on confie une chose à quelqu'un et la personne essaie de voler, on frappe de manière dure la personne. Un monsieur m'a raconté dernièrement que l'un des présidents africains a envoyé ses représentants rencontrer Paul Kagame. Pour que Paul Kagame leur explique comment il fait pour réduire la corruption au Rwanda. Paul Kagame a demandé qu'on donne les croquettes aux envoyés de ce président. Il est très proche de nous. Il lui a dit que votre président ne veut pas lutter contre la corruption. S'il voulait, il n'allait même pas vous envoyer. Il vous a envoyé pour justice, pour du bavardage. Tout le monde sait ce qu'il faut faire, mais personne ne le fait. Les gens s'enrichissent sans cause autour de nous. Quelqu'un a dirigé le Madjeni hier, soit comme PCA, soit comme DG. Il a une société près de nous qui a le même matériel qui était au Madjeni. Et sa société, elle prospère. Et tout le monde le regarde faire. Très bien. Honorable Douva Hussa, nous parlons donc du Madjeni, à l'époque qui était une fierté pour la République du Cameroun, le Madjeni qui est maintenant l'ombre de lui-même. Ce Madjeni, justement, qui est pratiquement dit à la risée en termes d'entreprise, qui fait dans ses travaux au public. Que faut-il faire pour que le Madjeni retrouve la bonne voie en termes de gouvernance? Ici, parfois, ici, c'est la véritable problématique qu'a les entreprises publiques. Les entreprises publiques ont des problèmes de gestion. Ces problèmes de gestion sont de plusieurs ordres. Donc, ça vient d'abord des subventions de l'État qui ne sont pas versées à temps. Oui. Parce que dans leur budget, on va vous dire qu'il y a une subvention de temps. Mais cette subvention ne viendra pas pour éponger un certain nombre de budgets fixes. Et il y a l'État lui-même
qui est emploie, parfois voilà, et qui ne paye pas ses factures. les dettes, tout les à dettes. fait. Donc, tout ça fait en sorte que le gestionnaire est en difficulté, quelle qu'en soit sa qualité. Donc parfois, ce n'est pas toujours, Ce n'est pas toujours l'incompétence du directeur général. Mais il y a beaucoup de paramètres qui entrent pour que cette gestion soit très lourde. Et c'est le cas de Madjeni. Et aujourd'hui, comme moi, mon voisin économiste l'a dit, moi, avec le libéralisme, la liberté commerciale, je pense qu'il faudrait qu'on libère, qu'on le laisse. Merci beaucoup. Qu'on le laisse parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de pouvoir mettre des personnes 2 ans sans salaire. Je me demande comment ils vivent. Je me demande comment ils vivent. Ça veut dire que je suis là 24 mois, 25 mois, je n'ai pas de salaire. Il y a une pièce de moteur qui est à côté là. Je la porte, je m'en vais, je la vends pour pouvoir survivre. C'est la lutte de la survie. Ce n'est pas la lutte de la corruption, c'est la lutte de la survie. Il veut survivre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On en arrive là. Et aujourd'hui, les gens la technologie avance à grands pas. Et l'État n'est pas au parfum du suivi galopante de la technologie. Donc, et comme nous devons passer, démarcher, aller vérifier, aller en mission, aller revenir, l'entreprise traîne. Tout à fait. Quand l'entreprise traîne, elle n'a pas de rendement. Merci beaucoup. Donc, moi, à mon avis, je pense que... il faut vendre cette affaire. Ou alors il faut fermer cette affaire. Blériot veut absolument rebondir. Hein. Vraiment en 1 minute. En 1 minute. Vous savez, j'entends ces théories depuis longtemps. Elles sont même pertinentes. Mais vous savez, celui qui ne peut pas gérer les petites choses ne peut pas gérer les grandes choses. On est d'accord? Votre théorie, si vous la poussez jusqu'à son terme, il faut privatiser l'État du Cameroun. Vous comprenez ça? Parce que si les Camerounais ne peuvent pas gérer les structures publiques, je ne vois pas un Camerounais capable de gérer l'État. Non, il faut vendre l'État. Sauf que cette structure, elle n'est pas sociale. Non, je dis, il faut elle n'est pas tout à fait sociale. Il n'y a pas de Camerounais. C'est une structure véritablement économique. Oui. Donc, il faudrait que ça génère des profits. Et comme ça doit générer des profits préférables, remettez aux gens qui peuvent le faire. Parce que l'État est beaucoup plus social. On a remis, comment ça s'appelait avant, là, Sonel, n'est-ce pas? Oui. Au particulier, non, à ici. Toi et moi, nous sommes à Yaoundé depuis lors. On s'est très bien trouvé. Non. On veut reprendre maintenant. Oui. Pourquoi? Moi, je suis en train de vous dire, j'ai bien dit social. Non, est-ce que c'est social? Et c'est social. Non. On n'a jamais été social. Justement, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Le gouvernement devait, en ce qui concerne l'eau, l'électricité, les routes, ça c'est l'affaire du gouvernement. Mais moi, j'ai mis dans ça, non? Les routes, non. Merci beaucoup, Bernardo Basson. Nous terminons avec vous pour coller également un commentaire sur cette actualité ayant trait au Madjeni. C'est vrai que nous parlons là, mais vous ne vous souciez pas beaucoup de ces employés du Madjeni. Je vous dis, il y en a qui ont 25 mois d'arriérés de salaire et il y en a qui sont retraités, qui travaillaient au Madjeni et qui ont du mal à avoir leur argent au niveau de la Caisse nationale des prévoyances sociales. Que faisons-nous de tous ces employés? Depuis qu'ils travaillent là-bas, ils n'ont pas de salaire. Si Madjeni ferme, ce sera une aubaine pour eux. Ils ont même davantage d'opportunités de se chercher ailleurs, puisque même étant là, ils n'ont pas de salaire. Mais c'est juste entre-temps, d'abord, on doit payer leurs droits. Bien sûr qu'on devrait payer leurs droits. Et là, ils vont poursuivre l'entreprise en justice qui va devoir se chercher. Et l'entreprise dit qu'elle n'a rien. Non, elle devra naturellement payer le droit. Du moins, on va procéder à une saisie, on va liquider les biens de l'entreprise. Il y a encore quoi là-bas? On va redistribuer. Si elle ne reste que des vieux caterpillars. Dans pareil cas, l'État prend en charge les droits de... Parce qu'en fait, c'est ça qui est les employeurs. Là, vous parlez d'un contexte dans lequel l'État est normal. Non, même ici, chez nous, c'est ça qui arrive. C'est pas le cas du souvent. Cameroun. Parfait, ici, moi, je vais dire 2 choses. La première, c'est que je suis absolument d'accord avec la copaniste d'en face. Pourquoi? Parce que le gouvernement camerounais, aujourd'hui, n'a pas le dynamisme suffisant pour nous produire de grands chantiers, de grands projets. Le gouvernement a 2 soucis.
Dans la méthode de désignation des dirigeants des structures étatiques, il y a 2 principaux éléments. Le premier, c'est l'aspect politique. Il faudrait que ceux qu'on désigne là-bas comme dirigeants soient des personnes affiliées à un bord politique. Le deuxième support, ce sont des personnes qui sont liées par des conditions grégaires, sectaires, tout ça, familiales. À tel point qu'aujourd'hui, les personnes qu'on désigne là-bas n'ont pas le devoir de conscience et n'ont pas la mobilité intellectuelle suffisante pour produire, puisque leur mode d'accès à ces postes-là, ce sont des modes corrompus, des modes invertis, des modes convertis. Deuxièmement, c'est également que les grands projets, les routes et autres, ce sont des projets à vocation purement économique. Les entreprises qui devraient s'y investir sont celles qui devraient savoir que j'investis pour une rentabilité économique nette. Le gouvernement camerounais, lui, s'en fout un peu. Tout ce qui l'intéresse, c'est se maintenir au pouvoir. Donc, en confiant ces marchés-là au secteur privé de manière plus aboutie, un secteur privé cohérent, là encore, il faudra négocier avec le vrai partenaire. On est sûr qu'on aura des produits le problème est que c'est celui qu'on pose d'une manière ou d'une autre. Il a raison. Il y a plusieurs entreprises. On a tenu ces discours. C'est-à-dire vraiment, il faut que l'État se décharge, se dessaisit, c'est tout ce qui va avec. Il s'est dessaisi. Non, il n'est pas dessaisi. On a de donner ces entreprises aux particuliers ou bien aux privés, mais échec total également. Est-ce que Blériot, Bernardo, est-ce que pour résoudre ce problème, il ne faut pas simplement revenir à une certaine rectitude dans la gouvernance? Bien sûr que c'est l'élément de base, sauf que l'État ne s'est jamais vraiment dessaisi comme vous le relevez. Pourquoi? Parce que les entreprises qui sont substituées à la SONEL ou à la SNEC sont des entreprises qui étaient encore infiltrées par des Camerounais, qui étaient pilotées par des Camerounais. On ne va pas aller prendre les Afghans pour travailler. Sauf que non, si on désigne, là encore, c'est encore compliqué, des cabinets indépendants pour chercher des partenaires, on peut avoir une chance. Sauf que ce que nous on fait au Cameroun, c'est que, voilà pourquoi je dis qu'il ne faudrait même pas débattre un cabinet indépendant au Cameroun. Bon, des débats dessus peut être compliqué. C'est un Camerounais qui est là les plans. Le principal problème, c'est la volonté politique. Et notre volonté n'est même pas structurée dans le sens de résoudre ce genre de problème. Donc vraiment, débattre dessus, pour moi, c'est une perte de temps. De toutes les façons, nous allons continuer à suivre cette actualité. Bernardo, ce n'est pas une perte de temps. Je vous dis qu'il y a des pères de famille qui ont des pancartes là-bas depuis hier. Et il n'y a pas l'argent pour acheter du riz à la maison. Ça ne peut donc pas être une perte de temps. Les enseignants se plaignent. Parce que les enseignants se plaignent, les employés de marginaux n'ont pas le droit de se plaindre. C'est que le Cameroun est tellement en lambeaux que partout c'est mauvais. Merci beaucoup. Nous serons également de tout cœur ce matin avec une grande téléspectatrice. Elle se prénomme Vicky. Elle va ouvrir une nouvelle cave, la cave intitulée La Référence. Ce sera le 1er décembre 2023 à partir de 15h au lieu dit Chapelle et Liguefa. De toutes les façons, au menu, nous aurons du bon ndomba de poulet. Bernardo, tu aimes le ndomba de poulet? Oui. Un ndomba de poulet. La poule du village. J'ai mangé le ndomba de poulet quelque part. La poule du village. La poule du village. Non, mais écoute, c'est ça que je n'aime pas sur toi. C'est ça que je n'aime pas. Tu ne peux pas venir trahir mes secrets devant les gens. C'est ça qui n'est pas bien. Vous connaissez le slogan? Non. Soyez sûr de ce que vous buvez. Soyez sûr de ce que vous buvez. Parce que depuis un certain temps, quelqu'un vous vend du ruinard. Le ruinard. Et vous le vend à 250 000. Alors que vous buvez l'eau d'une fundi. Ça vous ruine. Vous-même, vous achetez la mort à 250 000. Et quand on apporte cette malchance et ce poison, on allume des trucs là, on dit président. Tu bois l'eau d'une fundi. Donc, nous y serons, c'est une future partenaire, Info TV, la cave, la référence. C'est chez Vicky, une dynamique jeune dame, jeune camerounaise. Donc, ouverture officielle, 1er décembre 2023, à partir de 15h, du côté de la chapelle et Liguefa. Une touche pause, c'est pause. On repasse rapidement la parole à Bernardo pour la dénonciation de ce matin. Parfait. Ici, aujourd'hui, on dénonce, du moins, c'est une communauté camerounaise qui dénonce ce qu'elle vit et qui appelle à l'aide. C'est la communauté Bagieli. Les Bagieli, c'est une communauté de pygmées qui vit non loin de Kribi. Elle se plaint de ce que, depuis une dizaine d'années, la Socapalm a décidé d'étendre ses plantations jusqu'à la Kienke. Et donc la Socapalm, pour ce faire, a arraché ses terres, l'a expropriée et ne lui retrocède rien. Les Bagieli se plaignent de ce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus couper du bois en forêt, ils seront battus. Ils ne peuvent plus chasser du gibier, ils seront battus. L'un de leurs chefs, qui m'a donné son nom, son prénom c'est Paul, j'oublie le nom, est allé
une fois coupé des noix de palme pour nourrir les siens. Et on l'a mis en cellule pour cela. Donc, ils se plaignent de ne plus pouvoir avoir accès à leurs ressources naturelles, du fait que la soca palme soit étendue, soit occupante de leur espace, et cela leur pose beaucoup de problèmes. Donc, ils ont voulu que le gouvernement camerounais soit au courant de cela. Ils étaient environ une dizaine de mille il y a quelques années. Aujourd'hui, ils estiment qu'ils n'atteignent même plus 1500. Beaucoup sont décédés. Quelques-uns sont rentrés dans les brousses pour essayer de survivre parce qu'on leur prend tout et on ne leur donne rien. Donc ce matin, les Baguieli pleurent, ils dénoncent le fait que le gouvernement les abandonne et que des entreprises au nom de l'économisme ou de l'économie sont en train de les tuer. On leur prend tout et en retour, on ne leur donne rien. Tout à fait. C'est ce que je retiens de toute cette dénonciation. Oui. On leur prend tout et en retour, on ne leur donne rien. Oui. Vous avez dit qu'on appelle cette communauté comment? Les Baguieli. Les Baguieli. Oui, Baguieli. B-A-G-Y-E-L-I-S. Bienvenue Somba, votre commentaire. Je crois que là, nous sommes dans la même veine avec le cas Matt Génie. Des entreprises qui ne sont pas citoyennes, qui ne s'occupent pas de leur écosystème social, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais là, comme Blériot disait, il y a aussi une grosse responsabilité du gouvernement. Quand vous amenez une entreprise de ce genre quelque part, il faut que le gouvernement s'assure que les autochtones, les populations autochtones qui sont même protégées par la communauté internationale, Tout à fait. pourront continuer à vivre. Soit on les amène aussi à cultiver la même plante et livrer à l'entreprise qui vient s'installer pour que ça leur fasse des revenus et que parallèlement qu'ils puissent vivre de leurs propres exploitations. Moi, je suis d'accord que, d'ailleurs, je l'ai toujours dit, nous sommes dans un environnement où la gouvernance n'est pas expérimentée. Il y a l'incompétence générale. Et les gens se sont cambrés sur le fait du libéralisme pour faire du n'importe quoi. Et on ne fait pas profiter à notre pays même des avantages que nous donne le libéralisme. Une situation comme celle-là, vous vous adressez, le gouvernement s'adresse à la Banque mondiale pour la solutionner. Tout de suite, la Banque mondiale va agir. Tout à fait. Va agir. La Banque mondiale ne peut pas accepter qu'une entreprise de ce genre, où elle a même ses participations, puisse faire souffrir la population, plus encore le peuple autochtone. Très bien. Honorable Douva Wissam, j'ai souvent mal au cœur quand j'entends ce genre de dénonciations. Parfois, je me dis qu'il faut que nous nous mettions à la place de ces personnes. C'est-à-dire que vous êtes dans votre village. Vous êtes dans votre village où vos aïeux ont vécu. Un beau matin, une entreprise sur je ne sais d'où s'en accapare de vos terres, prend tout. Bernard nous dit même qu'ils n'ont même plus le droit d'aller chercher le bois de chauffage. Ils n'ont plus le droit d'aller chercher le gibier. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas la sorcellerie? Et le gouvernement est là, censé pourtant protéger les populations. Et la représentation le gouvernement ne dit rien. Au courant de tout ça, le plus souvent ne réagit pas. Et les députés sont au courant. On a juste des problèmes de dire cap, de ce secrétaire général, ainsi de suite. Vous êtes essoufflé, honorable? Ça, c'est la mauvaise foi parfaite ici. La mauvaise foi? Oui, dire que la représentation nationale... Est-ce que les députés se sont déjà saisis un jour de ce genre de problème? Les députés ont posé au gouvernement la problématique de l'installation des industries dans ce pays parce qu'ils délaissent les populations de leur terre. Qu'est-ce qu'il en faut? Quelle est la politique que le gouvernement... Et le problème a été résolu? Quand vous dites que le problème a été résolu, on ne devait pas avoir cette dénonciation. Finalement, donc vous avez fait quoi? Non. Ce qu'on fait, nous, on le fait, on le dénonce. Les députés ne sont pas écoutés? Ce n'est pas que les députés ne sont pas écoutés. Je ne veux pas dire que les députés ne sont pas écoutés. C'est donc du cinéma? Ce n'est pas du cinéma parfait. C'est de la comédie? Permettez-moi de répondre à la question. C'est du théâtre?
Parfait, Je vois ici. pourquoi on ne t'a pas nommé meilleur journaliste. Si tu continues comme ça, même dans 25 ans, tu n'auras rien. Donc je dis que ça pose véritablement la problématique des installations des industries agroalimentaires dans notre pays. Parce qu'il faudrait que le gouvernement repense à sa politique et que les Camerounais aussi prennent en compte un certain nombre d'éléments quand ils font la part belle à celui qui vient s'installer. Parce qu'à un moment donné, le cahier des charges, quand vous le trouvez, le cahier des charges est vide en ce qui concerne ce qu'on trouve sur place dans les octobre. Moi, nous prenons par exemple le cas de Roca chez nous. C'est pas évident. Il a fallu que le maire, les élites se battent pour que, ne serait-ce que les populations, avec les petites pierres blanches qu'ils ont quelque part, là, puissent s'installer, puissent vivre de cela. Donc, alors que tout avait été vendu à Roca, il y a tout un village qu'aujourd'hui on veut déménager, même toute la chefferie pour pouvoir faire une carrière. Il fallait que les élites puissent pas s'opposer, puissent interroger le gouvernement pour qu'ils prennent conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Donc ce sont des éléments, lors de l'implantation de ces entreprises, il faudrait que la politique gouvernementale soit claire là-dessus, tout en permettant l'installation de ces industries, qu'ils protègent aussi ceux qui sont autochtones. Donc c'est une loi internationale, il faudrait que nous la respections parce que nous l'avons ratifiée. Merci, honorable Pierre Blériot-Niamek. Nous sommes là dans une situation, les populations sont abandonnées à elles-mêmes. Du côté de la localité de Kribi, la structure, c'est la Socapalm. Oui, la Socapalm. S'en est accaparé de tout et les populations sont dans la misère totale. Et les populations sont piétinées. La communauté ne sait plus à quel sens se vouer dans un pays normal. Est-ce qu'on devra accepter ce genre d'injustice? Parfait, ici, quand une société d'une telle taille veut s'installer quelque part, on fait des études d'impact environnemental. Tout à fait. Et parfait, ici, si on n'était pas dans leur affaire de décentralisation, si on avait déconjectionné l'État, les collectivités territoriales décentralisées devraient même se réjouir d'une telle situation. C'est-à-dire, c'est des populations ailleurs qui sont très riches. Oui. Parce qu'elles ont une part définitive dans le chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est-à-dire, elles sont d'office actionnaires. On dit par exemple, c'est 5% par an que l'entreprise reverse à la communauté. L'entreprise s'assure de créer des centres de santé. Il y a tout. Les écoles, les stades. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le niveau de corruption de toute la chaîne chez nous fait qu'il y a un fonctionnaire à Yaoundé qui ne connaît même pas le village là. Parfait ici. Et c'est lui qui est chargé de valider le dossier. Si tu lui demandes que le village là se trouve où, il ne te dira pas. On vient lui dire à Yaoundé qu'il n'y a plus personne là-bas. On a trouvé la brousse, il n'y a que la brousse là-bas. Et les gens là, quand ils entrent, ils viennent voler dans nos... Il écrit, et puis le chef de terre, le préfet, le sous-préfet et autres s'assurent de mettre à la disposition de cette entreprise, de cette grosse structure, les forces de l'ordre. Parce que ces entreprises, donc, au lieu de s'occuper des communautés, s'occupent des administrateurs. C'est-à-dire que ces entreprises s'assurent que tous les grands administrateurs qui travaillent dans Chacun a eu sa part. Non, chacun émarge. C'est-à-dire, dans les salaires de l'entreprise, toutes les autorités émargent avec salaire à la fin du mois. Tel 800 000, tel 500 000 et tout le reste. Je dis, toute la chaîne émarge. Du coup, vous irez vous plaindre chez qui? Vous avez été vendu aux enchères depuis. Vous pensez que tel, qui savent ce que ça leur fait par mois, iront s'opposer à ce que cette entreprise... Mais à terme, c'est vrai que ce que vous semez là, vous qui semez ça, vous ne serez pas là pour récolter, peut-être vos enfants. À terme, il y aura implosion. Ça, c'est sûr. À terme, il y aura implosion. C'est-à-dire les gens vont s'attaquer à ces structures-là avec les moyens qu'ils auront. Parce qu'ils voudront le désir. Survivre.
à terme, il y aura ça. Sauf que bon, le fonctionnaire qui est à Yaoundé, qui écrit ces choses et qui reçoit des dividendes en dizaines de millions. Parfois, ici, il y a des ministères, si vous ne les connaissez pas. Hein. Quelqu'un assis à Yaoundé, une entreprise lui verse 80 millions par an. Hein. Pour toutes les bêtises qui se font de ce côté-là. Et le gars, il nous trompait, les gens là nous trompaient avant. On voyait les gens construire de grosses maisons, on nous disait qu'ils sont dans les sectes. Moi, j'ai eu la curiosité d'aller vérifier si les gens étaient dans les sectes et que les sectes leur donnaient de l'argent. Je suis même entré comme sous-marin dans les sectes. J'ai découvert que c'est faux. Au contraire, c'est eux qui reversent une partie de leur argent dans les sectes. Ah bon? Les sectes ne leur donnent aucun argent. C'est notre argent réel qu'ils volent. Sinon, les grands maîtres des sectes sont allés en prison pour vol d'argent ici et ici. Si tous ces gars voleurs-là, si la secte leur donnait l'argent, le Cameroun serait bien. C'est-à-dire, ils prendraient l'argent de leur secte, ils viendraient nous donner. Non! Ils nous volent au quotidien. Et ils vont donner une partie à leur secte qui leur disent qu'elles vont les protéger contre ci, contre ça, qui les protègent de rien. Donc, voilà la situation. C'est un peuple abandonné à lui-même. Vous parlez de la représentation nationale. Quand les députés doivent défendre leur micro-projet, quand ils en avaient, quand ils doivent défendre le montant de leur voiture et tout le reste, ils sont unanimes. Il n'y a plus de députés du RDPC, députés UNDP, députés PCRN. Ils parlent tous d'une seule voix. Ils parlent d'une seule voix. Vous êtes en train de taquiner Madame l'honorable. Non, pas particulier. Elle sait. Dès qu'il faut défendre une situation grave comme celle-ci, et moi je dis, je mets en cause les députés du RDPC, puisqu'ils sont les plus nombreux. D'abord, c'est eux seuls qui existent. Comment même les populations camerounaises font pour que ces mêmes gens rentrent souvent dans ces villages-là, venir même leur parler? Comment on fait ça? Ce sont les frères. Voilà, comme nous avons parlé des discours de haine et des discours tribaux. L'idéologie qu'on vous vend, c'est que si vous abandonnez votre frère, ceux qui vont venir là vont vous finir. Très bien. Alors que ton frère te finit depuis. Merci beaucoup. Hein. Je voudrais que nous puissions consacrer cette dernière partie de la dénonciation aux propositions plus ou moins concrètes. On a suffisamment dénoncé. Ça tombe bien, Bernardo, comme tu es juriste. Est-ce que ces populations, ces communautés qui sont ainsi piétinées n'ont pas de voie de recours? De façon stratifiée, elles ont des droits de recours. Principalement, l'ONU a consacré la protection des peuples autochtones à travers différentes conventions. Il y a différents séminaires qui ont été organisés, différentes plateformes sont disponibles et de vraies injonctions sont proposées, sont adressées au gouvernement afin de les obliger à protéger les peuples autochtones. Au Cameroun même, notre constitution consacre la protection des minorités. Oui. Il y a également de nombreuses conventions ratifiées par le Cameroun dans lesquelles l'idée principale est de protéger les autochtones. Au Cameroun, tout le monde sait que les principaux autochtones, ce sont les pygmées. Donc s'il y a des personnes qui ont peut-être le droit de revendiquer, peut-être plus que d'autres ou au moins autant que d'autres, ce sont les pygmées. Donc de voir cela, c'est quand même choquant. Donc ce que ces populations pourraient faire, malheureusement, serait vain. Mais il faudrait quand même essayer. Saisir la haute hiérarchie, saisir le gouvernement. Mais lorsque vous avez des personnes qui sont vides, qui sont asséchées, qui ont des cœurs complètement desséchés, vous êtes sûr que ce que vous tenterez n'aura pas d'issue. Ces populations devraient trouver des voies et moyens pour contacter la Banque mondiale, pour contacter l'ONU, en leur faisant comprendre que attendez un peu. Pour des questions économiques. Les pygmées vont faire comment pour contacter la Banque mondiale? Je dis devraient trouver des moyens. Non, des avocats peuvent se saisir de la cause. D'autres personnes peuvent se saisir de la cause. Parce que lorsque la cause sociale humaine est profondément sollicitée, il n'y a plus de pygmées halogènes, il n'y a plus ça. Il y a juste que c'est l'humain qu'il faut sacraliser et ici mettre au centre de la chose. Donc, à mon sens, parfois ici, c'est extrêmement grave. Comme vous l'avez dit, il faudrait qu'on essaie un peu d'inverser la situation. Que chacun se dise que dans son village, pour des questions d'argent, des gens sont arrivés, vous ont pris votre terre. Un peuple a une seule base de vie, c'est la terre. Si on lui prend sa terre, il n'a plus rien. S'il n'arrive plus à se nourrir, si on t'enferme parce que tu coupes un régime de noix de palme qui a été planté sur ta terre, tu as demandé, on t'a refusé. Tes enfants ne peuvent pas aller à l'école, il n'y a pas d'hôpitaux. Tu es obligé de rentrer dans la forêt, dans la profonde forêt pour vivre. Ici, il n'est pas question de rentrer 6000 ans en arrière. Il est question de convoquer ce qui se faisait avant pour mieux vivre aujourd'hui. Voir comment les anciens vivaient pour mieux adapter cela aujourd'hui. Mais parfait ici, moi je voudrais quand même dire, je suis très choqué par ça, que
notre gouvernement devrait prendre cette situation au sérieux. Les députés, madame, essayez de make noise à votre niveau. Parce que c'est assez choquant. Regardons, moi, je viens d'un village enclavé, très enclavé. Et mon village est tout petit, comme ça. On l'appelle Boudbéa, c'est tout petit comme ça. Et dans mon village, il n'y a pas d'entreprise. Et peut-être c'est pas parti pour nous déplaire. Parce que si les gens viennent comme ça pour nous spolier nos terres et nous empêcher d'aller chercher le pangolin ou le lièvre, nous empêcher de prendre des cacaos derrière, mais qu'est-ce qu'on devient? On est mort. Donc les Baguélis sont en train de mourir aujourd'hui. Est-ce qu'on devrait laisser une communauté mourir comme ça au nom de l'argent? Est-ce qu'on devrait uniquement penser aux poches au lieu de penser à la vie humaine? Leurs enfants deviendront quoi? Un jour, dans ce pays, un Baguéli sera quelqu'un. Est-ce qu'il faudra qu'il fasse la guerre à tous ceux qui ont permis que son peuple soit spolié? Vraiment parfait ici, c'est choquant de voir un Cameroun se développer comme ça. Et tant que la base sociale camerounaise ne sera pas suffisamment canalisée, toute prospérité économique est inenvisageable. Parce que l'économie se pose sur une base sociale. Il faudrait qu'on la résorbe de manière profonde. Tant que ce n'est pas le cas, on a un pays qui migre tout simplement vers la guerre. Ça, il faudrait le dire. Nous allons d'abord lire les messages tout en souhaitant qu'il n'y ait pas de guerre dans ce pays. Bonjour, parfait. Bonne dénonciation. À Nyom, nous sommes victimes de ce fait. Une entreprise qui exploite la pierre s'accapare des terres. Et des terres, je vois là, des terres et annuelles. Les titres fonciers des riverains. Peut-être voulait dire des terres et annule les titres fonciers des riverains avec lesquels elle a signé des contrats. Gracam pour ne pas la nommer. Est-ce normal? L'administration semble complice de ce fait. Elle déclare que nous ne pouvons rien parce qu'ils ont de l'argent qu'ils corrompent les fonctionnaires avec. C'est Laurent Mbassi qui envoie le message. Je vous amène au plus 44. C'est l'Angleterre. Good morning, parfait. Good morning, le panel. J'ai été toujours fasciné par nos frères pygmées et j'ai fait des petites lectures sur eux. Pour le cas de la Sokapam et les Baguéli, il y a une commission en place appelée Bakuda et présidée par une certaine madame Jeanne Bilois. Elle doit nous donner des explications sur la dénonciation. C'est monsieur Happy, un noble Bafan et fidèle téléspectateur depuis Londres. Merci. Autre message ce jour. Bonjour, le baromètre de la modération. Merci de parler de ce sujet. Les riverains de ces agro-industries Sokapam et Vekam, Camvert, sont abandonnés à eux-mêmes. Figurez-vous que pour le cas d'espèce, les Baguéli n'ont même plus le droit de pêcher dans leurs eaux ou chasser dans leurs forêts. Ces populations sont envahies par les mouches chroniques. Les eaux de la Kinki sont désormais novices. C'est grave. Petit voulait dire nocif. C'est grave. Ils ne peuvent compter sur personne. Même certains chefs de village sont mouillés. C'est Bobo à Fanmabé. Parfait, ici. Il faut dire à Fanmabé, c'est également du côté de Kribi. On est passé de 50 familles Baguéli à 25 familles Baguéli en moins de 20 ans. Donc 25 se sont dissoutes entre les morts et ceux qui se sont disséminés. Bonjour, perfecto. S'il vous plaît, demandez au chef de la Léquier d'aller frapper la Sokapalm avec la sorcellerie. C'est Landré Chemon. Un faux débat. C'est eux qui choisissent qui ils frappent. Bonjour, Monsieur Parfait. Ici, cette dénonciation me touche directement. Monsieur Parfait, ici, un monsieur est venu de l'Ouest s'accaparer de 2000 hectares de nos terres au village Awa, à 40 km de Ngaoundéré. Ce type à l'appui du préfet et qui est de sa localité. Nous avons le Premier ministre et le ministre Eyeba ici, à qui a suspendu le titre foncier qu'il avait engagé. Monsieur Parfait, ici, bon... La suite est combien? Non, 2000 mètres carrés. Non. 2000 hectares. Attends, combien d'hectares? 2000 hectares. C'est Abo Ordi, depuis Ngaoundéré, qui envoie le message. Un individu, même si c'est la gourmandise foncière, comment un individu peut vouloir 2000 hectares de... Et il conclut en disant, la prochaine guerre dans ce pays sera la guerre foncière. Parfait, ici. Vous savez ce que c'est qu'un hectare, non? Bien sûr. 10 000 mètres carrés. Comment un individu... Dieu a même fabriqué certains individus, comment? Monsieur Yémek, comment un préfet
où un sous-préfet ou un ministre peut autoriser un individu à avoir accès à une telle superficie. On va lire d'autres messages. Bonjour Monsieur Parfait, ici ainsi qu'à votre panel. Je voudrais très humblement, dans la mesure du possible, avoir le contact de Monsieur Basson pour une consultation en droit du sport. Merci Monsieur Akono depuis Eboalawa. Monsieur Akono, écrivez-moi sur Twitter et on pourra davantage en parler. Bonjour les plus forts du maillon de l'info. Monsieur Parfait ici, c'est comme ça ce pays. L'argent avant les gens. Bonne émission à vous. C'est Franck de Bingela. C'est bien dit, hein? L'argent avant les gens. Bonjour, cette situation n'est pas normale. Il faut faire quelque chose. Heureusement que cette entreprise n'appartient pas à un Bamileke. On aurait déjà tout entendu. Mais ça n'allait rien changer. Puisque voilà 2000 hectares là-bas. Autre message, bonjour parfait et au brillant panel. Vraiment que chacun fasse à autrui ce qu'il aimerait qu'on lui fasse à lui. C'est quoi cette histoire? Mon Dieu, que les sorciers de ce village détruisent toutes ces plantations mystiquement. En tout cas, je fais confiance à la justice divine. C'est Lopez Douala Japoma. Vous ne faites pas aussi confiance au chef de la Léquier? Je vous amène au 213, c'est l'Algérie. En tout cas, nous, à l'ouest, nos terrains sont sacrés. Ceux qui disent que les Bamileke n'aiment pas vendre les terres ne connaissent même pas qui sont les Bamileke. C'est juste des prétextes qu'ils ont criés. Il y a la maïture dans chaque ville de l'ouest. Est-ce que ces gens sont allés acheter des terrains à la maïture de Bafoussam et on a refusé de leur vendre? Autre message ce jour en direct sur Espace Mini. Bonjour les grands du micro. Je crois que M. Niemek a parfaitement raison. La bananeraie de Njombe a enfermé l'ancien maire de Njombe Penka parce qu'on dénonçait le traitement princier des autorités du Mungo au détriment des ouvriers payés au lance-pierre. C'est Maurice Tchofo à Edea. En fait, j'ai oublié un élément qui m'a également été rapporté dans la dénonciation. Ces populations Baguili ont même suggéré à la Socapal de recruter certains enfants de la localité. Déjà, c'est une obligation, ça il faut déjà le savoir. Ouais. Mais des conventions. Mais même jusque-là, ils ont été conduits. Bonjour Perfecto et bonjour à tous. Parfait, le problème du Cameroun, c'est l'homme du 6 novembre. Voilà un président qui n'a jamais levé le petit doigt devant la souffrance des Camerounais. Les morts, les catastrophes, on n'a jamais vu l'homme du 6 novembre. Les députés et autres sont des ringards. Pourquoi être dans une assemblée si on peut rien dire? Non, l'honorable dit qu'ils disent des choses. Honorable, vous avez dit que vous dites des choses? Bien sûr. Mais rien n'est fait. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, à tout le plateau. Tonton Bernardo, s'il vous plaît. Essayez aussi de parler du problème de la prime de l'excellence dans les universités, car nous sommes dépassés. Tu es étudiant, tu travailles dur et obtiens même 14 de moyenne sans aller au rattrapage et sous prétexte que tu n'as plus l'âge requis pour cette prime, on ne te la donne pas. On préfère la donner à quelqu'un qui a 12 et qui vient à l'école de façon saisonnière et qui est toujours au rattrapage parce que lui, il a l'âge. C'est tellement frustrant. C'est Michel depuis Yaoundé. S'il y a des conditions fixées pour l'attribution de la prime, c'est pas à moi de les contester. S'il y a la condition relative à l'âge, c'est pas à moi de la contester. Bonjour, le roi du micro. Belle émission encore ce matin avec de beaux thèmes au menu. Parlant de la dénonciation du jour, je suis sans mots. On nous a appris à l'école que les Pygmées étaient les autochtones du Cameroun et que le reste des peuples ont juste migré. Si ces derniers sont aujourd'hui interdits de couper du bois sur leur propre terre, de faire de la chasse sur leur propre terre, sachant que c'est leur principale activité pour vivre, c'est très grave. Et ceci au profit d'une soi-disant entreprise. Qu'est-ce que notre gouvernement fait? Ça fait vraiment pleurer. Salut chaleurable rue Bernardo et à vous-même. C'est Yvan Jaurès depuis la péninsule de Bakassi. Et c'est avec ces mots de pleurs de Yvan Jaurès que nous allons prendre la pub. Dites-le aux voisins tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Le programme c'est Espace Miné. Nous sommes les démineurs. Et ce matin justement, nous vous le disions également en ouverture, nous marquons un arrêt pour parler de la politique, mais parler de la politique avec une interrogation particulière, avec un angle bien précis.
politique et discours tribal. Que doit-on faire? Que doit-on faire? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir peur lorsque vous regardez ce qui se passe depuis un certain temps au Cameroun entre la politique et le discours tribal et probablement le discours de haine? Ne faudrait-il pas craindre le pire? Je commence par poser cette question. Bienvenue Essomba. Bienvenue Essomba. C'est quoi d'abord un discours tribal? Pour moi, Perfecto, un discours tribal, c'est aussi un discours de haine. C'est-à-dire... Donc les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Parce que l'objectif que ce discours cherche à atteindre, c'est quoi? C'est la déflagration sociale. Mettre les communautés, et au-delà des communautés, mettre même les hommes les uns contre les autres. Donc pour moi, un discours tribal n'est pas différent d'un discours de haine. Disons quand même que le discours tribal s'appuie sur la tribu. Oui, à la fin, quelles peuvent être les conséquences? C'est si on entre dans le cadre de la politique, on va parler de la déflagration sociale, on va parler de la destruction du vivre ensemble. Tous ces discours ont le même objectif. Très bien. Avant de revenir à vous, je vais d'abord passer encore la parole à Pierre Blériot. Je voudrais que nous soyons d'abord d'accord sur les termes, les expressions utilisées tout au long de ce débat. À votre avis, Pierre Blériot, c'est quoi un discours tribal? Alors, nous devons simplement définir la tribu. C'est un groupe humain qui a une même origine sociologique, qui partage les mêmes us et coutumes, qui se fonde sur une langue et une culture. C'est également un groupe humain qui aurait un ancêtre éponyme et partagerait des liens de sang. La tribu, donc, c'est des gens qui sont ensemble depuis longtemps, qui se sont entremêlés dans leurs relations sociologiques, qui sont parentés. Le discours tribal, c'est le discours qui fait la promotion d'une tribu au détriment des autres. C'est un discours exclusif des autres tribus. C'est souvent aussi un discours hégémonique de sa tribu par rapport aux tribus des autres. C'est le discours qui prétend qu'il y a des tribus supérieures, il y a des tribus qui sont meilleures et il y a des tribus qui sont au-dessus de la mêlée. Il y a des tribus dont il faut protéger particulièrement les intérêts. Ce discours-là, il est vieux chez nous par rapport à nos États. Parce que hier encore, les sociétés étaient enfermées dans leur petit coin et nous assistions davantage à ce qu'on appelait des mariages endogamiques. Parfois ici, il n'était pas très facile qu'on quitte la Léquier pour aller se marier à l'ouest. Les gens de la Léquier se mariaient dans la Léquier. La circulation n'était pas comme elle est aujourd'hui. Il faut le rappeler aux plus jeunes que pour quitter un département pour un autre, il fallait avoir même un laissez-passer. Ouais. Les gens ne comprennent. C'est pas comme aujourd'hui. Vous êtes à Douala, vous voyez les gens qui viennent de partout. Ils vous disent avec les motos, quittez de là, quittez de là. Vous êtes arrivé quand? Bon, voilà. Merci, Pierre Blériot. On va passer la parole à Bernardo Basson. Bernardo, maintenant que nous sommes un peu plus fixés sur ce que l'on entend par discours tribal, qui conduit, et là je suis donc d'accord avec Bienvenue Essomba, habituellement au discours de haine. À votre avis, qu'est-ce qui explique cette montée en puissance du discours tribal au Cameroun lorsque nous parlons politique? C'est le mode d'action des dirigeants politiques. Il y a déjà une confusion qui se crée manifestement entre le discours tribal, la promotion culturelle et le repli identitaire. La promotion culturelle n'est pas fondamentalement négative. C'est l'ensemble des habitudes et des comportements qu'on manifeste au quotidien pour rappeler qu'on est fier d'appartenir à une communauté. Le repli identitaire est l'auto-exclusion d'une communauté par rapport aux autres. Tandis que le tribalisme,
c'est l'ensemble des actes qu'on montre pour négativer, rejeter, banaliser les autres en exaltant qui on est, en se considérant comme supérieur, comme M. Nyemek l'a très bien dit. Donc il faut bien distinguer d'abord les trois termes. Au Cameroun, le tribalisme ou le discours tribal vient de deux choses. La première, l'héritage colonial français. Le colonel Lamberton, par exemple, et ses propos incendiaires, ses propos suicidaires, qui désignaient une communauté comme le caillou dans la chaussure du Cameroun. C'est quelqu'un qui a fait construire au Cameroun un certain discours porté sur ce qu'il fallait rejeter les autres, les considérant comme mauvais pour des raisons que lui seul il maîtrisait et que d'autres ne partagent peut-être pas jusqu'aujourd'hui. Deuxièmement, nos tribus ont eu deux problèmes en matière de contrat social. Le premier, elles ne se sont pas manifestement décidées à unifier ce qu'elles proposeraient pour construire la République. On leur a imposé une République. Deuxièmement, les dirigeants politiques ont compris que les relais culturels sont de vrais supports politiques. Les chefs traditionnels et autres sont de vrais supports politiques. Et puisqu'il faut diviser pour mieux régner, il faut créer un climat dans lequel les gens vont s'affronter, vont s'opposer, afin d'être sûr qu'en haut, on les pilote, on les instrumentalise, on les manipule. Donc, le premier fondement, c'est l'instrumentalisation politique. Des dirigeants politiques qui considèrent que si les tribus sont fortes, elles peuvent quelque part être intéressantes. Il faut donc les éclater. Le deuxième problème, c'est l'ouverture économique. Quelqu'un te dira, Bernardo, que ce que tu affirmes là est très grave. Vous voulez faire comprendre que l'ordre gouvernant, derrière, encourage les discours tribaux? Oui, puisque M. Nyemek a dit une chose ici hier sur laquelle j'ai mis une emphase particulière. Il suggérait que les dirigeants, autant que faire se peut, devraient construire un encadrement juridique, un encadrement normatif au terme tribalisme. Puisqu'aujourd'hui, la définition linguistique du mot, c'est mode d'organisation de la société basé sur la tribu. C'est ça qu'on appelle tribalisme, rien d'autre. En langage sociopolitique ou sociologique, c'est ça, c'est rien d'autre. Donc, nos gouvernants laissent se proférer des discours tribaux pour créer un climat dans lequel les gens vont s'affronter. C'est savamment pensé et c'est politique. Puisque, au Cameroun, si les communautés sont fortes, elles auront le moyen de décider qui dirige. Mais tant qu'elles sont faibles, elles n'ont pas ce pouvoir. Vous allez chuter. Donc, parfois, ici, comme je disais, le premier point, c'est la manipulation politique. Le second point, c'est la pseudo-libéralité économique. C'est qu'on a eu l'impression que nos dirigeants ont plus fait des faveurs économiques à certaines personnes qui étaient très liées à elles de façon politique. Parce qu'en apparence, on peut être opposé, mais en essence, on peut être allié. Et donc, il y a eu des personnes à qui on faisait beaucoup de largesse et qui ont développé des comportements hégémoniques qui sont problématiques. Et troisièmement, c'est la fracture, le dénivellement de la vie sociale. C'est que les communautés qui n'ont rien vont s'opposer à celles qui ont tout. Alors, les communautés qui ont tout vont banaliser celles qui n'ont rien. Et ça va exacerber le discours tribal et la haine tribale. Donc ici au Cameroun, il y a, bon, on n'est pas encore solution peut-être, mais je vais quand même donner deux. La première, il faudrait que le gouvernement s'asseye et définisse un contenu, aussi bien dans les paroles que dans les actes, qui rentrent dans ce qu'on appelle tribalisme. Et deuxièmement, que le Cameroun comprenne que le premier enjeu n'est pas économique. Parce que poser l'économie sur une société au climat social fragile, c'est migrer vers l'échec. Parce que l'économie se pose sur une base sociale établie et fine. Il faut que les gens acceptent de vivre ensemble. Au Cameroun, tout le monde se méfie de tout le monde. Personne n'aime personne. On n'aime que l'argent. On n'aime pas les gens. Et à tel point que chaque communauté estime qu'elle est marginalisée. Parce que certains peuvent se le dire, mais tout le monde pense comme ça. Très bien, merci bien. Il y a plusieurs causes et dont la conséquence devrait être l'encadrement de la notion du discours tribal. Honorable Edouva Huissa, nous parlons donc du discours tribal dans son volet politique. Est-ce que la configuration même de nos partis politiques au Cameroun ne laisse justement pas un terrain propice au discours tribal lorsque nous sommes justement en politique? Si nous disons UNDP, vous êtes justement député de cette formation politique, on peut voir majoritairement
quelle communauté est militante de ce parti politique. Si on dit MRC, on peut voir majoritairement quelle communauté soutient les idéaux de cette formation politique. Et on peut aligner des exemples comme cela en prenant des partis politiques jusqu'à demain matin, l'UPC, le RDPC, et j'en oublie certainement. Tout ne part pas de la configuration de nos partis politiques. C'est ce qu'on a voulu pas faire ici. Qui a voulu? C'est ce que le politique a voulu. Ah bon? Vous êtes a d'accord avec Bernardo? On a voulu structurer les partis politiques en tenant compte de certaines configurations tribales et ethniques. Et je le disais tantôt à l'entame de notre émission, que la démocratie a permis à ce que aujourd'hui nous puissions arriver à des discours politiques tribales. Parce que à un moment donné, à l'avènement de la démocratie, beaucoup de tribus ou de secteurs se sont repliés sur elles-mêmes. Parce que à certains moments où vous retrouvez, je suis par exemple dans le littoral, on va me dire que non, Douvaï, ça sonne Maïlouti, il faut rentrer chez toi dans le Maïlouti. Donc ces événements dans les années 90 ont accentué le repli identitaire. Ça a accentué le repli tribal. Et pourtant on arrivait déjà à l'unicité, parce que tout le monde commençait déjà à se retrouver. Partout où je suis Camerounais, je peux m'installer, je peux y vivre. Je peux mourir à cet endroit. Mais après les années 90, avec l'arrivée de la démocratie... Je peux mourir à cet endroit, on peut m'enterrer en cet endroit. Donc, avec la démocratie, ça a commencé dans les investitures. On vous rappelait toujours que vous n'êtes pas chez vous. On vous rappelait... Donc, ça a commencé depuis. Et maintenant que chacun est rentré chez soi, on arrive maintenant à régionaliser les partis politiques. On a mené pas à pas, quand je vois le cas de l'UNDP, pas à pas pour nous confiner, pour pouvoir dire que nous ne sommes que dans le Nord. Mais c'est faux. Nous ne sommes pas que dans le Nord. Nous sommes partout. Nous sommes partout dans la République. Nous sommes installés partout. On n'a pas les mêmes forces, mais on ne va pas dire que nous ne sommes pas nationaux. Et ça, c'est voulu. C'est voulu. Et pour qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on appelle un parti politique, on se dit, il appartient à telle région. C'est voulu. Et c'est ce qui amène aujourd'hui les discours de haine. Ces discours de haine qui partent de la tribu. On va commencer à dire que oui, les nordistes, comme on l'a dit, les nordistes c'est le couteau, les Bamileke c'est les affaires, les Bassas c'est le timbre. Les Bassas c'est le timbre. Donc chacun a déjà une étiquette. L'alcool et les femmes. Chacun a déjà l'étiquette qu'on le lui colle et ça devient autre chose. Donc on va te dire, non, telle tribu ne connaît pas gérer, telle autre tribu connaît comment on gère, telle autre tribu est commerçant, donc les autres sont politiques, voilà. Les autres sont nés avec la politique. Voilà. Et les autres, donc on vous ramène à cette configuration et on vous martèle dans les oreilles, si bien que on fait un lavage de cerveau. Tout à fait. Vous avez trouvé le mot. Un lavage de cerveau. Ou vous-même, à un moment donné, vous vous asseyez, vous dites que, mais j'observe, c'est vrai, hein? Maintenant, là, il faudrait que mon association culturelle, là, il faudrait que je rentre au village. Comme je ne connais pas bien parler ma langue, là, il faudrait que j'aille apprendre. Parce que c'est là-bas que je dois m'identifier. Parce que c'est peut-être là-bas que je dois me réfugier. Parce que peut-être que là-bas que je dois aller militer. Voilà, tout à fait. Donc, c'est les discours politiques que nous pensons qu'il faut pouvoir le revoir et même le bannir dans notre pays. Parce que je pense qu'on a bien dit République du Cameroun. On était parti République unie du Cameroun. Ça veut dire qu'on est arrivé à la République du Cameroun. Ça veut dire qu'on est unis. Donc il faudrait qu'on continue à être véritablement unis dans les faits et en politique. Bienvenue Somba, je vous repasse la parole pour que vous puissiez franchement entrer dans l'analyse. Vous allez peut-être répondre directement à la question posée ce matin, politique et discours tribal.
Doit-on avoir peur? Ah, personnellement, on ne devrait pas avoir peur de ces discours. Parce que ce discours est conjoncturel pour moi. Bon, si je m'en tiens à l'analyse de l'honorable, le discours, la montée de ces discours, c'est à partir des années 90. Quand nous sommes aux années 90, de quoi il s'agit? Il s'agit de l'année après restructuration. On a déflaté abondamment la fonction publique, on a fermé des entreprises, les populations paupérisées sont dans la rue, sans se rendre compte, donne l'autorisation de créer des partis politiques. Donc, la population est dans la rancœur. Tout le monde est désemparé. Chacun pense aller retrouver refuge chez le sien. Voilà. Et vous allez voir, dans tous les environnements libéraux, ces discours existent. Chez nous, il est tribal. Mais ailleurs, c'est un discours de classe. De classe? Oui. Ça veut dire quoi? La lutte Bourgeois, de classe. prolétaires, La lutte de classe. conservateurs, Oui, progressistes. ailleurs, c'est la lutte des classes. La lutte Ah, des classes. d'accord. Bernardo a essayé de l'expliquer. Tout à fait. Les classes paupérisées vont toujours accuser les classes bourgeoises. Et les classes bourgeoises vont toujours penser que les paupérisés ils Se veulent plaignent arracher trop, oui, leurs centres leurs intérêts, des centres d'intérêt. Et vous allez voir, dernièrement en France, il y a plus de 100 villes françaises qui ont brûlé pendant toute une semaine. Pourquoi? Parce que les pauvres en ont marre et ils ont dit qu'on va s'en prendre à vous. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'on voit chaque jour? C'est quelqu'un qui prend sa mitraillette, va dans un bar, mitraille une centaine de personnes, une vingtaine meurent. C'est toujours ça l'expression de la fracture de classe, la fracture sociale au sein de la population. Donc pour moi, ces discours, je crois que c'est Blériot qui l'a dit, pour qu'il soit atténué, on devrait avoir peur de lui. C'est le gouvernement, le système gouvernant en place qui doit faire quelque chose. Il faut améliorer les conditions de vie de population. Il faut améliorer les conditions de vie de population. Donc, si tout le monde mange bien, il n'y aura plus le Et il y tribalisme. aura donc le vrai vivre ensemble. Le vivre ensemble actuel, c'est un concept creux. Voilà, c'est un concept creux. On ne peut pas Mais vivre nous vivons ensemble. là où les gens... Le petit, il mange le héros, et notre ami du Nord-Ouest mange le quem, Oui, le parce bassa que mange moi, je le suis domba, capable mange d'aller... le bongo chobi. Parfait, tu es capable d'aller dans un restaurant d'une femme du Nord-Ouest, tu achètes ton plat de héros à 1000 francs. Entre-temps, même, je vois les petits qui épousent les femmes bamileke, et les bamileke qui Tout à l'heure, on a parlé de classe épousent les sociale. filles étonnes. C'est pour ça que tu ne verras pas... Apparemment, mais les bamileke aiment les filles C'est pour étonnes. ça que tu ne verras pas Madame l'honorable tenir un discours tribal contre un honorable du Nord-Ouest, parce que contre un honorable du Sud-Est ou bien contre un honorable du Centre, là, ça devient un problème de classe sociale. Mais aller dans le même village de Madame, vous entendrez les populations affamées vociférer contre les gens du Nord-Ouest, vociférer contre les petits, parce que là, la nourriture ne circule pas. Et quoi, dans nos villages, on dit que celui avec qui tu ne manges pas ensemble n'est pas ton frère. Ça, c'est le mensonge. Donc, c'est une affaire de riz. C'est une affaire de riz. Alors, c'est au gouvernement d'atténuer, et les leviers sont là. Les gens, je l'ai dit ici, et je crois dernièrement ou une autre fois, les leviers sont là pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. Un gouvernement, tout à l'heure on a parlé de Marc Génie et de Sokapa, un gouvernement libéral ne doit plus être un gouvernement investisseur, un gouvernement patrimonial. Il faut libéraliser complètement, laisser que les capitaux étrangers entrent au Cameroun pour venir et puis instaurer la justice sociale dans ces investissements. Que les fonctionnaires cessent d'intervenir auprès comment on les appelle, les partenaires privés, et aller toucher. Tout à l'heure, j'apprenais qu'il y a des préfets qui touchent les 1,5 million auprès des sociétés industrielles. On vous a dit ça où? Bah, même hors d'ici, je suis au courant de ça depuis. Vous n'avez pas de preuves, hein, Il y a de ce des qu'on dit. compagnies, Il faudra avoir des éléments de il y a preuve. les commandants de compagnie qui touchent les 1 Non, million non. pour assurer la sécurité. Nous n'avons aucune preuve de ce genre De toute d'allégation. façon, je n'ai cité aucun département, aucun préfet, aucune compagnie. Mais Nous allons lire les le messages. principe est là, il est établi. C'est comme on avait parlé l'autre fois ici, de l'argent que prennent les proviseurs
Et puis, on ne sait pas où cet argent a Monsieur Bienvenu Somba, on va donner la parole aux téléspectateurs qui s'impatientent. Et pour cela, je vous amène du côté du plus 33. Nous sommes en France. Bonjour la Dream Team. Il y a un intellectuel camerounais qui expliquait qu'il n'existe que deux tribus, celle de ceux qui mangent et celle de ceux qui ne mangent pas. Finalement, on revient à cette affaire de manger. Hein. Les politiques instrumentalisent tout simplement la population avec ces discours tribaux à leur propre fin. Moi, j'ai bientôt 40 ans, mon père est du centre et ma mère de l'ouest. Dans quelle case on doit donc me mettre? Les communautés n'ont pas de problème de vivre ensemble. C'est Landry qui envoie ce message. Autre préoccupation. Quelqu'un dit ici, monsieur Ebongue, ton dossier est sur la table d'Info TVO et d'ICA depuis Mburuku. Monsieur Ebongue, c'est qui? Moi, je ne connais pas. Moi non plus. Alors, je vous amène au plus 32, c'est la Belgique. Bonjour. Deux peuples se sont battus pour l'indépendance du Cameroun et aujourd'hui, tous les discours tribaux sont contre eux. Parfait. J'ai grandi dans un quartier de Douala appelé Nkamanda, c'est-à-dire Nouveau Monde. Dans ma bande d'amis, il y avait des Bassa, des Bamon, des Bafia, des Douala, moi-même étant Bamileke. Le discours tribal s'est vraiment accentué depuis le discours d'un professeur à la Cour constitutionnelle. Mais Mama Fouda avait déjà lancé les hostilités, donc tout cela n'est que politique. C'est Somba depuis Anvers qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour, je repars au 213, c'est l'Algérie. Le meilleur mélange en termes de mariage, c'est le couple Bamileke Beti, le couple nordiste Bamoun, le couple Bassa-Ambo, mais ne faites jamais l'erreur de faire un mélange Bassa-Bafan, ce que le volcan va brûler la maison. Je ne sais pas si vous avez fait des sondages. On dit que les Bafans sont les Bassa de l'Ouest. Ah bon? Mais parfait, ici, il faut parler des expériences personnelles sur les relations Bassa-Bafan. C'est vrai? Ah bon. Bonjour, parfait. Grand merci à Bernardo. Nous avons besoin de toi dans le MRS Kouti de Douala. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Moi non plus. Hein. Autre message, bonjour, parfait. Alors, bonjour au panel, parfait. La mort des épouses de Oumiobe peut-elle parler à ceux qui croient diriger l'UPC aujourd'hui? Il y a même combien d'UPC aujourd'hui? Non, cher parfait, Blériot est un miracle. Même si à 5%, il m'énerve parfois, à 95%, il me satisfait par son objectivité. Merci à lui d'avoir dit la vérité sur le match génie. Parfait, celui qui doit débourser de l'argent pour le fonctionnaire du match génie, le fait-il? De quel œil l'argentier de l'État regarde-t-il le DG du match génie? Comment s'appelle le DG? Il est d'où? Pierre-François de Colbison. Autre message ce matin. Bonjour. Bonjour El Perfecto. Ce sont les idées suprémacistes qui conduisent à un repli identitaire et au tribalisme. Et il n'y a pas de tribu plus travailleuse, plus belle, plus riche, plus intelligente, et que sais-je encore. Le discours tribal institutionnalisé comme mode de gouvernance et de soumission d'un peuple. Le cas du Cameroun fait école, tant il est magnifiquement ficelé. Je me souviens des paroles d'un responsable politique à la Cour constitutionnelle, décidément. Hein. Perfecto, la beauté, la force et l'intelligence ne sont pas le monopole d'une ethnie. C'est l'Oric qui envoie le message. C'est un jeune homme de 19 ans. Autre message ce jour, parfait, bonjour, et Bongue, c'est le DG du match génie. Ah, d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Autre préoccupation. Bonjour, le Phénix, quoi qu'on dise, vous abattez un travail remarquable. Merci, merci, merci beaucoup à vous. Je suis fier d'être Camerounais comme vous. Vous travaillez 7 jours sur 7 pour ce pays. Vous méritez des décorations dans ce pays. C'est Djibril Anjamena qui envoie le message. Dans ce pays, les bêtis sont les intègres et moins tribalistes. J'ai les preuves.
Est-ce qu'on ne dira donc pas que c'est un discours tribal? C'est un discours tribal. C'est un discours Il faut tribal. donc éviter ce genre de discours. C'est Bonjour, pas un bêtis qui le le fait, bonjour, là. bonjour C'est le tribal. sac de modérateurs, Perfecto et à tout le panel. Nous vivons dans un pays où tout a été vendu par ce système. Protégeons nos terres, surtout nos autochtones. Et je dénonce une situation à la chefferie de Melan, à Ayos, où un chef est menacé de se faire déloger par une élite sollicitant cette chefferie. Et cette élite a déjà monnayé le préfet d'Union et Foumou. Vraiment besoin du numéro de M. Basson et Blériot pour cette dénonciation. Bonne journée à vous. C'est Mamzelle Ntongo depuis Ayos. Elle dit, s'il vous plaît, lisez ce message. Vraiment important. Perfecto, vous choisissez les messages à lire. Madame D'accord, vous me Tongo, faites des procès Madame Tongo, et moi si- je suis si en tu train de es lire sur ton WhatsApp, message. Tu peux être sur Twitter. Entre-temps également, ce que vous venez de dire là sur certaines autorités, vous n'avez aucune preuve. C'est ça. Aucune preuve. S'il y a des preuves, on peut Donc, voir en comment- venant dans nous voir, apporter ces preuves pour dire que on a corrompu le préfet d'Union Infoumou, on a corrompu je ne sais pas qui, ainsi de suite. C'est trop facile de venir lyncher Tout à fait. les hautes personnalités comme ça. Et on lit un autre message qui nous vient du 213. De plus en plus, nous avons des fan clubs du côté de l'Algérie. L'Algérie dit encore quoi? Bonjour Perfecto et à ton panel. Le tout premier discours haineux au Cameroun, je dis bien le tout premier discours haineux au Cameroun, c'était en 1955 par un colon français au nom de Lamberton qui a dit que le Bamileke est le caillou dans la chaussure du Cameroun et qu'un Bamileke ou Ambassa ne sera jamais président de ce pays. Et les colons, après avoir remis le pays entre les mains des gens qui n'ont jamais voulu que le Cameroun soit indépendant, il a intimé l'ordre d'assurer la continuité de cette doctrine. Le régime en place est l'instigateur et l'auteur de tous les discours haineux au Cameroun, divisé pour mieux régner. C'est sa logique. Et son seul programme politique, j'ai passé le discours de l'hommage de Kamto à Hubert Mononjana dans plusieurs logiciels de l'intelligence artificielle. J'ai aussi demandé à deux amis français qui sont enseignants de me dire ce qu'ils pensent de ces discours. Et aucune trace de haine ni de tribalisme n'ont été détectées dans ces discours. On y voit plutôt une envie de la part de l'auteur d'interpeller des intellectuels à lutter pour la bonne cause. Si on écarte la fin de son message, ce qu'il a dit plus haut est très pertinent. Il avait commencé par là, c'est très pertinent. Pierre Bluriot Niemek, que faut-il faire pour tordre le cou au discours tribal? Mais avant cela, ne devrons-nous pas avoir peur lorsque vous regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, dans certains médias et même au niveau du terrain? Est-ce que vous ne pouvez pas avoir peur que cette affaire risquerait de nous conduire à des choses peut-être que nous n'allons plus maîtriser? Parfois, ici, personnellement, des communautés m'appellent, la mienne, me dit il faut qu'on se regroupe. Il faut que nous aussi, nous défendions. Et je leur dis non, ce n'est pas la bonne voie là-bas. Si nous faisons cela, même en imitation d'autres communautés qui l'ont déjà fait, qui l'ont fait avant, parce que on vous a dit qu'il y a eu un discours qui a été prononcé sur 2 tribus. Parce qu'il faut qu'on... Le problème au Cameroun, c'est qu'il va falloir qu'on se dise la vérité en se regardant les yeux dans les yeux. On va donc se dire la vérité. Je vais regarder Parfait ici dans les yeux, il va me regarder dans les yeux. Quand ce discours a été prononcé en disant que les Bami, les Ké et les Bassa étaient des problèmes pour ce pays, 2 réactions. Les Bassa sont passés outre. On continue à vivre leur vie sans tenir compte du discours. Et ils en subissent les conséquences d'une manière ou d'une autre. La communauté bamileke n'est pas passée outre. Elle a réfléchi sur le discours et elle a aussi organisé un discours. C'est ce discours que j'appelle le discours de la victimisation. Nous avons été indexés par quelqu'un qui est venu de l'extérieur. En français. Il nous a dit, Ruben Oumniobe disait, nous ne sommes pas des détribalisateurs. Nous ne nions pas la réalité des tribus. Vous savez, Oumniobe avait un ami à lui qui avait eu un problème avec un Banen sur une question de femme. Le jour où Oumniobe devait voyager pour aller à l'ONU parler de l'indépendance du Cameroun, son ami lui dit que l'indépendance ne met pas les Banen dedans. Oumniobe dit que non, il y aura les Banen. Il dit que donc toi et moi on n'est plus ensemble. Parce que si tu mets aussi les Banen, il avait arraché la femme d'un Banen et le Banen lui a fait un truc mystique. Il s'est fâché. Oumniobe lui dit non.
L'indépendance, c'est aussi pour les Banènes, c'est pour les Bafias, c'est pour les Bamilek, c'est pour tout le monde. Le discours, malheureusement, de Oumniové n'a pas été suivi par les autres hommes politiques. Depuis André Marimbida, on a construit un discours qui voulait dire que quand c'est chez nous, il faut protéger ça pour que les autres ne viennent pas toucher. Ça atteint la politique, ça atteint l'économie, ça atteint toutes les strates. Il y en a qui refusent de le dire. Si nous voulons guérir, on va faire un congrès, on va se regarder. Chacun va dire à ceux qui sont déjà avancés dans ce genre de choses, arrêtons. Parce que cette voie est piégée, la voie du tribalisme. Elle va détruire le pays si on continue comme ça. Il y a des situations où aujourd'hui, vous voyez, par exemple, on va jusqu'à vous dire que l'équipe nationale doit avoir l'équilibre régional. Oui. C'est-à-dire que quand vous regardez les pays intelligents, la France ramasse les enfants des autres hors de la France pour gagner la Coupe du Monde. Vous vous dites que non. Il faut que chacun reconnaisse son abouchou. Que parce qu'avant, il n'y avait pas les nordistes à l'équipe. Maintenant, il y a un abouchou. Il faut les gens du Nozo. Il faut absolument Clinton J. Il faut ainsi de suite. Non. Est-ce que c'est comme ça qu'on recherche la performance? Quelqu'un disait, moi je pense que même si ce sont les enfants d'une seule personne qui peuvent nous faire gagner, ça ce n'est pas les postes publics. Ça c'est les postes de performance. Donc il fallait un représentant des Bassa pour aller lutter contre Tazon Fouri. Il y a un Bassa qui pouvait aller prendre les coups là. Si Dieu a béni que ce soit un Gano qui aille nous défendre là-bas, pourquoi? Donc c'est nous-mêmes et en nous regardant dans la vérité qui devons, et les intellectuels. Parce que la tromperie ne va pas nous aider parfait ici. La tromperie risque de faire que ceux qui n'étaient pas dans le jeu rentrent dans le jeu. Très bien. Je conclue. Quelqu'un vous a dit que je lui plais à 95%. Je lui déplais à 5%. Je suis un humain. Je ne veux même pas plaire à 100%. Je ne veux même pas beaucoup plaire. Mais vous savez ce qu'il veut dire là? Dans les 5% là, vous verrez. Lui et moi, on se regarde, on se comprend. Ces 5% là, moi je vais ajouter. Non. Non, sans tribalisme. Moi je ne suis pas tribaliste, peu importe ce qu'un chavriste me colle sur Facebook. Dans ces 5%, il y a deux choses. Soit c'est la question Eto, soit c'est la question Kamto. Tout ça finit par O. Ça c'est clair. Et M. Yemek le sait. Également celui qui a écrit le sait. Je préfère que nous parlions d'autre chose. Moi je voudrais dire par ça ici une chose ici. C'est que les questions sociales doivent être dénoncées énergiquement. Lorsqu'il y a un problème social, on doit le relever sans peur, sans tabou, sans crainte d'avoir offensé une communauté. Au Cameroun, il y en a qui pensent que dénoncer un individu, c'est dénoncer une communauté. Il y a un chanvriste sur Facebook qui a pris une vidéo qui est sortie récemment, une vidéo polémique. Dans la vidéo, il m'a longuement insulté. Moi, je n'ai pas réagi parce qu'il fume le chanvre. Et je préfère parler des hommes qui sont droits dans leur tête. J'ai un village. J'ai un département, j'ai un arrondissement d'origine. Personne de chez moi ne s'est levé pour dire que ce que tu es en train de faire, c'est du tribalisme. Il a dénoncé des propos que j'ai tenus qui étaient polémiques. On ne l'a pas traité de tribaliste. Moi, si je dénonce un fait social concernant d'autres communautés, on dira que je suis tribaliste. Vous voyez que le problème, c'est que M. Yemek l'a bien dit. Il y a un discours défensif qui a été construit et qui va nous poser problème à terme. On doit dire aux Camerounais qu'est-ce qu'on entend par tribalisme. Est-ce que c'est désigner peut-être un Mundang? Si peut-être je dis tel qui est Mundang m'a fait ceci, est-ce que je suis forcément tribaliste? Merci. Ou alors si on connaît seulement par son nom, qu'il est Giziga ou qu'il est Maka, est-ce que je suis tribaliste? Donc parfait ici, il faut être clair. Tant qu'on ne dit pas cela, on doit être sûr que le politique va nous utiliser. Et je sors par ceci. Les Camerounais ont atteint la masse critique. Depuis 3 ans, j'étudie cela. Il y a 13 villes au Cameroun qui concentrent 80% de la population. 13 villes. Les 10 capitales de région, plus Kribi, Edea et Limbe. Les villages en ont beaucoup moins. Les jeunes de moins de 40 ans dans ces villes-là sont assez nombreux. On a déjà la capacité de voter un président de la République que nous-mêmes on veut, sans d'autres influences. Et il faudrait qu'on choisisse quelqu'un. Je pense que ça n'a rien à voir avec le thème inscrit à l'ordre du jour. Non, ça n'a rien à voir. Vous êtes déjà dans le choix d'un président de la République et vous appelez les jeunes de moins de 40 ans. Est-ce que ça a un rapport avec le discours de haine et le discours tribal? Oui, parce que c'est le politique actuel qui encourage cela.
Il faut donc un dirigeant qui va décourager il faut d'abord cela. démontrer ce que vous On l'a assez démontré sur le plateau. Honorable Douvaoussa, au moment où nous nous apprêtons à mettre un terme à ce programme, est-ce que vous pouvez parler à ces différentes communautés du Cameroun? Est-ce que vous pouvez leur tenir un autre discours qui n'est pas celui tribal ou celui de haine? Oui, déjà parfait ici. Je pense qu'au niveau du gouvernement, on a créé la commission Moussongé qui... Pour la promotion du bilinguisme et du Où multiculturalisme. Moussonga a rempli les gens de son village. On dit que Ça, c'est une... du tribalisme que Moussonga a organisé. Vous voyez? On crée un truc pour le multiculturalisme et autres. Moussonga va y remplir les gens de son village. Est-ce que c'est ça? C'est vrai ça, honorable. Mais c'est meilleur. Est-ce que c'est alors bon? On a plus Voilà, de temps. voilà un élément qu'on... Il nous reste 30 secondes, honorable. Allons-y. Même le balayeur là-bas est du village de Moussonga. Monsieur Niamek, permettez à honorable de conclure. Monsieur Yemek, j'ai dit que c'est un outil. Un mauvais outil. Un outil Enfin, que nous un bon devons- outil entre les mauvaises mains. Voilà, un outil qu'on nous a donné pour pouvoir... Depuis que votre affaire-là existe, honorable, la promotion du bilinguisme Et du multiculturalisme, est-ce que nous pouvons faire un bilan? N'avez-vous pas l'impression que Je suis en train de le dire qu'on nous a tribalisme donné et les un discours de haine ne se sont jamais mieux portés qu'après la mise sur pied C'est- de cet organe? C'est ce que je suis en train de dire. On nous a donné un outil, dont la commission Moussongé, nous a donné un outil, la loi qui réprime ces actes-là, mais il faudrait que les applications soient faites, que les juristes, les Camerounais prennent conscience de ce qu'ils peuvent éradiquer cela par la justice. C'est aussi possible. Donc voilà déjà un outil, des premiers éléments de solution que nous Très bien. avons. Merci beaucoup, honorable. Et en pareille circonstance, vous maîtrisez ma pensée. J'aime toujours dire une chose, si nous n'acceptons pas vivre ensemble comme des frères, nous mourrons tous ensemble, tels des idiots. Merci à l'honorable Douvaoussa, député UNDP. Merci à Bienvenue Somba, économiste de formation. Merci à Pierre Blerun-Yemek, il restera mon consultant. Merci également à Bernardo Basson, qui est notre invité permanent. Dans exactement 7 minutes, vous allez retrouver le journal de la mi-journée ce soir à partir de 22h30, sans discours de haine, encore moins tribal. Vous retrouvez la rediffusion de ce programme. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?